L'armure médiévale est un objet aujourd'hui de fantaisie. Nous voyons les chevaliers comme des héros de contes de fées, mais qu'en est-il des armures? L'armure de métal que nous connaissons tous dans la culture populaire est loin de la réalité. Aujourd'hui, nous allons démystifier les mythes et légendes de l'armure du soldat médiéval et la comparer aux armures d'aujourd'hui. Dans le passé, l'armure de guerre était une protection corporelle complète ou partielle. Utilisée pour combattre, elle était extrêmement populaire dans l'âge médiéval. L'armure complète, pouvant peser jusqu'à 50 kg, était portée principalement du 11e au 14e siècle, autant pour les joutes que pour les combats. L'armure partielle a majoritairement été utilisée par les soldats à travers les âges, malgré une baisse d'emploi importante après la Renaissance. L'armure médiévale était un signe de noblesse, chaque pièce prouvant sa richesse. Certaines armures pouvaient avoir des dorures et même des gravures pour les plus fortunés, telles que l'armure de Sigismond II Augustus ou l'armure de parade d'Henri II. De quoi était composée l'armure médiévale? La brigandine est une armure en plaques rivetées collée à un épais tissu comme le cuir ou du suède assez souple. Puisqu'elle était moins chère que le plastron et plus rapide à fabriquer que la cotte de maille, elle fut extrêmement populaire à l'époque médiévale. Privilégiant la mobilité, les plaques de métal sont petites et recouvrent le plus possible en se superposant. Pour nous confirmer nos informations, nous avons rencontré David Nadeau, artisan du magasin médiéval Zardouine, pour nous parler un peu plus de ce qu'est la brigandine. C'est une armure qui est faite avec des plaques qui sont à peu près grosses comme ça. Ça peut être un peu plus gros, mais le but de la brigandine, c'est d'être mobile puis de protéger le plus possible. Mais j'imagine que ça devait être plus léger, non? Pas nécessairement, parce que justement on veut que les plaques soient une par-dessus l'autre, donc qui s'overlappent toujours un petit peu, parce qu'on veut pas avoir de trou, parce que si t'as un trou, ben t'as des risques. Et dans le fond, les plaques comme ça étaient en dessous et ils étaient recouvertes par soit un tissu très épais, parfois du cuir assez souple ou un suède assez souple, parce que ben évidemment on voulait pas avoir quelque chose de trop rigide pour être capable d'être mobile. C'était comme les deux buts de la brigandine, de protéger et être mobile. L'armure de plaque est l'armure la plus connue. Normalement, c'est une cuirasse rajoutée par-dessus une armure qui la définit. Elle protège le chevalier des coups d'épée, de lance et de masse. Étonnamment, cette armure n'était quasiment jamais utilisée sur les champs de bataille. Étant trop encombrante, elle accrochait les autres soldats alliés lors des combats, causant des accidents parfois mortels. Aussi, elle était beaucoup trop chère pour la quasi-totalité des paysans. Toutefois, elle était utilisée pour les joutes, un sport très pratiqué vers la fin du Moyen-Âge. La gambison est une sous-armure portée pour donner du confort en protégeant le chevalier non seulement des coups, mais aussi de l'armure elle-même qui pouvait être tranchante. Elle est très compacte et est composée généralement de laine ou de paille, et absorbe grandement les coups. Il sert aussi de manteau qui protège du froid. Par le passé, elle était tellement confortable qu'elle était utilisée même sans armure. Encore une fois, nous allons faire appel à David Nadeau, spécialiste des vêtements médiévaux. Comment était faite exactement la gambison à l'époque? Donc un gambison, c'est, pour définir à peu près c'est quoi, c'est un vêtement qui va sous une armure qui est destiné, oui, à protéger des coups, mais aussi à protéger de l'armure en tant que telle, parce que l'armure peut être coupante, surtout à l'époque. En fait, c'est fait un peu comme un espèce de sandwich. Il y a un tissu dans le fond et c'est entredoublé. Donc il y a soit du tissu, il pouvait même y avoir de la paille, du cuir, tout ce qui était possible pour aller le mettre entre les deux et un autre tissu de recouvrement par-dessus. Puis ensuite c'était surpiqué, donc pour aller faire des lignes qui pouvaient être à peu près 1 pouce de large, parfois des carreaux, des choses comme ça. C'était pas nécessairement important ça, mais pour aller chercher le plus, que ça soit le plus compact possible, donc que ça protège le plus possible les coups. Est-ce que c'était chaud? Oui, vraiment. C'est très très chaud. Les vêtements à l'époque l'étaient à peu près tous. C'était de la laine, il n'y avait pas de coton à l'époque. Il devait y avoir du lin. Que ça restait assez bien, mais un gambison, c'est très très chaud. Là. On peut s'imaginer que c'est à peu près un demi-pouce, 1 centimètre d'épais, un vrai gambison d'époque. Donc ça c'est tout entredoublé, il y a plein de choses dedans. Fait que ça coupe complètement l'air de passer. C'est très très chaud. Le aume est un type de casque populaire servant à protéger la tête au détriment de réduire le champ de vision. Il était très répandu grâce à sa simplicité de fabrication
et son efficacité en général. Afin de laisser moins de prise pour les flèches et surtout des lances des adversaires chargeants, les ouvertures d'aération sont moindres et minuscules. Le aume est lourd et rend la respiration difficile, ce qui explique qu'il est uniquement porté pendant le combat. Aujourd'hui, ils sont plutôt légers et servent à l'amusement aux activités médiévales. David Nadeau nous a aussi parlé du casque en général. Pendant le Moyen-Âge en tant que tel, en Europe, il y avait le aume qui était très répandu, qui ressemble à ça ici. C'était assez répandu, assez simple à faire parce que on s'entend c'est un cône avec le dessus qui doit être fait. Ça se rapproche assez bien de ce qu'il pouvait y avoir à l'époque, qui pouvait être un peu moins en arrondi par contre sur le dessus. Très peu de vision, hein, avec un casque comme ça, au niveau de la vision périphérique, on voit bien en avant qu'on voit pas grand chose sur ses côtés. Donc ça c'était assez répandu. Sinon en Normandie, il pouvait y avoir des casques comme ça qui étaient utilisés. Descendance viking par la nasale, on le remarque aussi. Sinon, quelque chose comme ça ici, qui est un Spagenhelm, qui était utilisé par ce qui sont les actuels Allemands, en fait, parce que l'Allemagne était en plein de petits royaumes tout décousus, comme en fait la plupart de l'Europe. Ça pouvait être utilisé par les Allemands un peu plus tard aussi, tout comme la sandière, comme ça ici, mais que ça c'est un peu plus tard, c'est plus à la Renaissance que ça pouvait être utilisé. Fin du Moyen-Âge. Je vois que les casques sont pas trop pesants, j'imagine qu'ils étaient plus lourds à l'époque. Oui, c'était beaucoup plus lourd à l'époque. Ça, c'est fait pour faire des GN, c'est fait pour être relativement confortable. Reste que le soleil tape beaucoup puis que ça a déjà un certain poids. Mais c'était fait pour protéger des coups, donc c'était encore plus lourd que ça. J'ai déjà eu un casque de genre, on a parlé de joute tout à l'heure, un casque de joute sur la tête. Il pesait 35 livres à peu près, juste le casque. C'est vraiment lourd, ça donne mal au cou rapidement. La cotte de maille est un vêtement qui se porte sous l'armure. Faite de mailles rivetées, elle est lourde et peut peser jusqu'à 32 kg. La cotte de maille était probablement une des armures les plus utilisées du temps médiéval, grâce à sa facilité de fabrication, son accessibilité et son succès au combat. Elle était extrêmement efficace contre les coups d'épée et tout autre coup tranchant. Combiné avec sa flexibilité extraordinaire, le port de cette armure changeait généralement la tournure d'une bataille. Même si elle était très efficace pour se protéger contre le slash d'armes tranchantes, elle ne protégeait pas aussi bien des combattants des coups pointus. Ces armes tuaient les chevaliers par la force de l'impact et non par la force du tranchant. Elles brisaient les os et éclataient les organes des adversaires et donnaient des traumatismes crâniens. Aujourd'hui, la création de cottes de maille peut prendre un minimum de 30 heures pour les artisans expérimentés. Pour en connaître plus sur la cotte de maille, nous avons rencontré Pélandre au Salon de la Passion médiévale, un chevalier reconnu par ses pairs. Pour la cotte de maille, ce que je disais, c'est que tu peux avoir la cotte de maille qui va être juste, en anglais on dit butted, c'est-à-dire c'est juste des pièces qui se rejoignent l'une l'autre et qui sont assemblées. Celle-ci est rivetée, tu vois qu'il y a un petit rivet qui rejoint chacune des pièces pour garder l'anneau fermé. Donc l'anneau ne va pas ouvrir tout seul, il faut que le rivet casse. Comme tu vois qu'il y a quand même des trous dedans des fois, évidemment j'en trouverai pas pour la forme, mais regarde, ça c'est un anneau qui est perdu. Donc éventuellement il faut que je donne un peu d'amour. Mais les rivets d'époque, parce que ça c'est un rivet moderne, les rivets d'époque étaient, ça faisait un carré au lieu d'un rond, parce que c'était une petite pièce triangulaire qui était martelée dans un trou. Donc c'est ce qui faisait que la maille était fermée. Et ce que ça permet de la riveter, c'est c'est une pièce plate, donc tu sauves du poids partout dans la vie. Donc, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd tout ça. Celle-ci est pas pire, à peu près 25 livres en tout. Aujourd'hui, l'armure médiévale n'est plus aussi importante. Elle est utilisée dans les grandeurs nature et les live blades. Ce sont des activités de jeu de rôle qui permettent aux participants de se battre à l'épée en groupe. La joute est aussi toujours pratiquée de nos jours. À part ça, l'armure de chevalier n'a rien d'autre que de l'esthétique.